Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Clés du Volant. Aujourd'hui, nous allons parler équipement et surtout options sur nos chères voitures. Et plus particulièrement des options qui ne servent à rien. Celles dont on peut se demander si c'était vraiment utile de passer du temps à les concevoir. Quand j'étais gamin, lorsqu'une voiture avait des repose-têtes à l'arrière ou les vitres électriques et le verrouillage centralisé des portes, on était déjà dans le haut de gamme. Je me souviens que mon père avait une CX GTI avec la clim, et au début des années 80, c'était carrément la classe. Au tournant des années 2000, ces équipements étaient devenus des standards sur les voitures, et rendaient quand même leur utilisation bien plus agréable. Mais depuis quelques années, on assiste à une vraie surenchère d'options, pas toujours très utiles, qui ne sont là que pour flatter le propriétaire et elles sont sans réelle valeur ajoutée sur l'expérience de conduite. Jusqu'à récemment, il y avait deux grandes catégories d'équipements. Les équipements de sécurité, tels l'ABS et l'airbag par exemple, et les équipements de confort, comme la clim, la radio ou le toit ouvrant. Exemple, un airbag peut vous sauver la vie en cas de choc, c'est un équipement de sécurité. La clim vous permet de réguler la température de l'habitacle en été, c'est donc un équipement de confort. Mais vous le saviez sans doute déjà. Mais depuis peu, les constructeurs ont inventé une troisième catégorie, les équipements inutiles. Qu'est-ce qu'un équipement inutile ? Eh bien, c'est un équipement qui ne sauvera pas de vie en cas de choc et qui n'apportera pas non plus une vraie valeur ajoutée sur le confort d'utilisation de la voiture. C'est donc une option qui est là pour délester le consommateur de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, en jouant sur un levier de manipulation connu depuis la nuit des temps, l'ego. Eh oui, la seule nécessité de ces équipements est de flatter l'ego du propriétaire et au passage de lui prendre un peu, voire beaucoup d'argent. Et ça marche puisque les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour nous proposer des trucs qui ne servent à rien, mais que chacun rêve d'avoir dans sa voiture. Je vous propose d'en énumérer quelques-uns. Commençons doucement pour y aller crescendo sur le niveau d'inutilité et de non-sens. Première option inutile, la signature digitale des lettres paramétrables. Je viens de dire que nous allons commencer doucement, mais celle-ci est déjà pas mal dans le genre de truc qui sert pas à grand-chose. J'ai beau chercher, je ne vois pas l'intérêt de cette option. Donc le principe est simple. Dans la configuration de votre ordinateur de bord, vous pouvez changer le design des LED sur votre voiture et donc la signature lumineuse. Vous avez le choix entre une dizaine de designs différents. C'est Audi qui a lancé ce système en 2022, je crois. Et donc, à quand la personnalisation ultime avec l'importation de photos pour les afficher dans l'éclairage LED ? Une photo de Kiki le Yorkshire ou de Misty Gris le petit chat ? Soyons patients, ça arrivera forcément un jour. Deuxième option pas vraiment utile, la projection du logo de la marque au sol. Donc, au moment de l'ouverture de la voiture, il y a un petit module LED qui se cache dans le rétroviseur et qui projette le logo de la marque de la voiture au sol. Alors je dis que c'est pas utile, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai. Parce que si le conducteur de la voiture a des problèmes de mémoire, ça lui permettra de se rappeler la marque de sa voiture. Mais en dehors de ce cas très spécifique, je n'en vois vraiment pas la pertinence. Et si je me base sur mon expérience perso, c'est assez peu fiable. En tout cas, sur les voitures du groupe Volkswagen. Puisque nous passions notre temps à les prendre en garantie. Il y avait des taches noires sur le logo projeté au sol, et cela venait d'un problème d'étanchéité. Et comme les rétroviseurs sont des éléments exposés au choc, ce genre de gadget est tout à fait pertinent pour en augmenter le prix en cas de remplacement. Ce qui n'est pas rare dans le cas de rétroviseur, puisque c'est un des éléments les plus exposés au choc. Troisième option, le volant chauffant. Alors sur le papier, cela pourrait être une option de confort sympa. Sauf que dans la plupart des cas, il y a une telle inertie entre le moment où vous l'activez et le moment où le volant est chaud que le chauffage de votre voiture aura déjà chauffé tout l'habitacle. Et le volant avec. Sincèrement, combien de fois cela vous est arrivé de rentrer dans votre voiture, de prendre le volant en main et de vous dire « Waouh, il est gelé le volant, je peux vraiment pas le tenir. Ouf, j'ai l'option volant chauffant. » Quatrième option, la sonorité sportive. Celle-ci m'amuse bien parce qu'elle est assez symptomatique du monde dans lequel nous vivons. Le monde du fake et du virtuel. Là, il s'agit de faire croire aux passants que votre voiture est équipée d'un bon gros V8 glougloutant alors que vous roulez en électrique. Cela sonne comme un aveu de faiblesse, non ? On est vraiment dans l'option qui flatte l'ego du propriétaire et qui ne sert pas à grand-chose. Je sais que vous allez me dire que le silence des véhicules électriques est dangereux pour les passants qui n'entendent pas les voitures électriques lorsqu'elles roulent à faible allure. Et vous aurez raison. Mais là, je ne parle pas du fait qu'il faut qu'une voiture soit bruyante pour prévenir les passants de sa présence. Je parle du bruit qu'elle fait.
Le ronflement du V8 flatte plus l'ego que le bruit de crécelle d'une Trabant 2 temps. Et les constructeurs, les petits malins, qui l'ont bien compris, en ont fait une option payante. L'ego, je vous l'ai dit, ça marche à tous les coups. Cinquième option, un peu farfelue, l'écran côté passager. Bon, c'est vrai que des écrans dans les habitacles modernes, il n'y en avait pas assez. Et comme il reste un peu de place sur le tableau de bord côté passager, autant combler ce vide béant. Cela permet de regarder un film lors des longs trajets, ce qui n'est absolument pas vomitif. Sans compter la perte de lien social avec son voisin, le conducteur. Même en cherchant bien, je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette option. Et si vous ajoutez à cela le coût économique lié à sa production, cela rend vraiment cette option complètement inutile. Mais il y a pire. Les rétroviseurs caméra censés faire gagner de l'autonomie, de l'ordre de 10 km par charge, si on s'en tient au dire des constructeurs. Compte tenu du prix de l'option, c'est-à-dire environ 3 000 €, cela rend tout simplement cette option inamortissable. Et ça fait encore 2 écrans de plus. C'est vrai que ça manquait. Tiens, faisons les comptes. Un écran pour le compteur, un écran pour les commandes de chauffage, GPS, radio et les fonctions avancées, plus un pour le passager, plus 2 pour les rétros. Ça fait 5 écrans. Et en plus, d'après tous les essais presse que j'ai pu lire, les rétrocaméras, c'est moins pratique que les rétros classiques. Là, franchement, on marche sur la tête. Alors, autant sur un camion, ça a du sens, autant sur une voiture, c'est complètement inutile. Avant de passer à la dernière option inutile, pensez à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Cela aide beaucoup au référencement et me motive dans la réalisation de vidéos. Je vous en remercie par avance. Alors, cette dernière option est la calandre cristal, notamment chez Skoda. Le concept, la calandre est truffée de LED et donc, tel un sapin de Noël, brillant de 1000 feux, elle s'éclaire la nuit. En plus, c'est une option dont ne profite même pas le propriétaire, puisque l'on conduit rarement sa voiture assis sur le capot. On pourrait y voir une logique sécuritaire, plus on est vu, mieux c'est, mais les optiques modernes font déjà très bien le job. Alors, quelle utilité? Aucune, non. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Bon, il y a sans doute d'autres options pas vraiment utiles et je pourrais sans doute faire un tome 2, mais avouez que celles-ci sont déjà pas mal, non? Tout ça pourrait faire sourire si cela ne soulevait pas plusieurs questions sérieuses. Déjà, quel intérêt de demander à des ingénieurs de développer ce genre d'équipement qui alourdissent un peu plus les voitures modernes qui n'en avaient vraiment pas besoin, juste pour flatter l'ego des propriétaires? Ne serait-il pas judicieux de leur demander de réfléchir à optimiser au maximum le poids et donc l'efficience des voitures, notamment les voitures électriques? Ensuite, à l'heure de l'écologie, je suis pas certain que cette surenchère d'options ait un impact positif sur la planète. On se focalise sur les émissions de CO2 ou de NOx, mais il serait judicieux de se pencher sur la pertinence de production. Je pense que lorsqu'un client signe un bon de commande en y incluant ce genre d'options, il devrait peut-être se poser les bonnes questions et se souvenir de l'adage « less is more », ce qui peut se traduire par « moins c'est mieux ». Pour finir, il y a aussi le coût des assurances. Avec toutes ces options, les coûts de réparation explosent. Et cela a forcément un impact négatif sur le prix des assurances. Sans compter que cela accélère la mise à la casse des voitures lors de chocs importants. Ces dernières années, il y a eu un cap de franchi. On est passé des équipements de confort qui améliorent vraiment l'agrément et l'expérience de conduite aux équipements marketing qui ne servent à rien, finalement, si ce n'est à augmenter le bénéfice. Mais comme le disait si bien Jérôme Bonaldi, c'est totalement inutile, donc rigoureusement indispensable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura diverti, qu'elle vous amènera à réfléchir sur la pertinence de toutes ces options et surtout sur les raisons de leur existence. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!